Marie Nimier, vous êtes née un lundi 26 août 1957 à Paris de Nadine Raoul Duval et Roger Nimier. Ce jour-là, qui sait s'il a vraiment fait chaud ou bien froid? Qui sait si la température a pu avoir un impact direct sur ce que vous deviendrez? Ce qui est certain, c'est que ce jour-là sera le point de départ, l'origine de la fiction, de vos fictions. Autant celles fabriquées par votre mère que les vôtres, qui n'auront de cesse de se modeler et de se déployer. Si, très jeune, vous vous tournez vers la scène et vers la musique, avec le Palais des Merveilles, Les Inconsolables ou encore Pandemonium and the Dragonfly, c'est bien d'écriture qu'il s'agira ensuite. Autrice de plus d'une vingtaine de romans, couronnée de nombreux prix, parolière, dramaturge, scénariste, vous entrez dans le royaume des mots pour ne jamais plus en sortir, et vous semblez vous enivrer des genres comme des gens, des couleurs comme des souvenirs, des histoires comme des paysages, des formes comme du plus petit des détails. Marie Nimier, vos jambes, bien que vous ayant lâché quelquefois, sont d'une puissance telle que jamais, au grand jamais, le fil de la pensée, la volonté, le désir ne se sont interrompus. Même aux heures les plus sombres, demeure une énergie folle, existe un ange au-dessus de votre tête, une petite chanson qui vous rappelle que la vie vaut la peine et qu'il faut faire avec ce que l'on sait, avec ce que l'on ne sait pas savoir. Et tenter de partager, au risque de se tromper, au risque de tomber, au risque de s'égarer, au risque tout court. Sinon, à quoi bon, n'est-ce pas ? Alors, vous regardez longtemps, très longtemps, les choses, les femmes, les hommes, les enfants, les pays. Apparaissent des nuances et des figures, des mouvements et des rythmes, et puis des phrases, reflets de l'enfance, échos de la mémoire, images surgies de l'inconscient. Elles sont vos voix à entendre, vos entendus, les musiques de vos silences. Car vous entendez le silence, en ayant jadis été couronnée sa reine. Mais la reine du silence n'égale-t-elle pas la reine du tumulte et du fracas ? Quoi qu'il en soit, vous êtes l'auditrice, la traductrice et l'interprète. Celle qui joue avec les lettres et avec les idées, avec les carcasses et les casseroles. Au diable, les besoins de résolution, bien moins passionnants que les mystères eux-mêmes. Plonger, marcher, aimer, pleurer, crier, rire. Oh, j'ai plus de micro. La toile est immense, j'ai de la voix et les chants multiples. Chaque jour, l'œuvre se compose, gorgée des écrits précédents. C'est une seule et même phrase qui continue de s'écrire, une seule et même symphonie. La mort, peut-être, inscrira note et point final. Traces dans le corps et histoires de ventre prennent vie dans vos romans, albums jeunesse, pièces de théâtre, radiophoniques, films et chansons. Pour des célèbres ou des inconnus, qu'importe, ça tisse. Vous êtes l'ouvrage et la couturière, la marionnettiste et la marionnette, la chef d'orchestre et l'instrumentiste, l'écrivaine et le personnage. Vous tricotez les réalités et les légendes, vous brouillez les pistes tout en les éclairant. Vous peignez les portraits dont vous êtes les portraits crachés. Et vous retournez au silence jusqu'à la prochaine clameur, jusqu'au prochain aria, jusqu'au prochain livre. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est très émouvant. Ça va être un peu difficile d'être à la hauteur du portrait. Veuillez m'en excuser d'avance. Non, pas du tout. J'ai écrit un portrait, je l'espère, à votre très beau hauteur. ce portrait et il me touche parce que, en fait, derrière chaque phrase, j'entends d'où viennent les mots, enfin voilà, ça prouve une très bonne connaissance de mon travail. Voilà. Bon, alors voilà, on a déjà une grande partie de Marie Nimier qui vient d'être, en tous les cas, présentée. Allez, on va rentrer direct dans le rapport à l'écriture et à la lecture. Si je vous dis lire, écrire, ça sépare, ça répare, qu'est-ce que vous pourriez dire ensuite ? Je serais c'est mon côté parolière, alors je serais tentée de trouver quelque chose qui rime. Enfin, comme une comptine, on est quand même dans la ville de Foix, donc c'est vrai que l'idée de la comptine, elle est là. Ça répare, rarement ça sépare. Hein,
Toujours, ça rapproche quand même. C'est rare d'être séparé par un livre. Je sais pas, ou alors, ce qui me vient à l'esprit, là. Ouais. Peut-être on pourrait, s'engueuler comme du poisson pourri parce que l'un a aimé un livre et l'autre ne l'a pas aimé. Mais c'est rare. En général, on se retrouve avec les livres. C'est vraiment un endroit pour se retrouver les autres, et pour se retrouver soi-même, pour se reconnaître et pour se connaître et pour partager. Enfin voilà, tous ces mots, tous ces verbes-là. C'est-à-dire que tout ça, là, on est en train d'utiliser beaucoup de verbes, alors que la lecture, c'est quelque chose, c'est un état plutôt. C'est pas quelque chose de très actif dans le sens mouvementé. Le corps n'est pas en mouvement, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc c'est marrant d'utiliser tous ces verbes qui bougent pour quelque chose de si mobile. Mais l'écriture, elle, c'est du mouvement. C'est quand même le truc le plus dur, je trouve, quand on écrit, c'est qu'il faut être immobile. La chose la plus dure pour le corps de l'écrivain, c'est l'immobilité. Alors, beaucoup d'entre nous nageons, marchons, mais l'écriture elle-même, c'est quand même en général derrière un bureau et de longues, longues heures à lire et à relire. Et je dirais que c'est la chose, il faut réussir à rester, enfin, comme dans tous les métiers où on est derrière un bureau et maintenant avec un ordi souvent, et voilà, donc il y a tous les problèmes liés à ce corps immobile. Oui. Mais quand vous écrivez justement dans Le côté obscur de la reine, quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la séparation des corps, qu'elle soit possible ou pas d'ailleurs, d'avec votre mère, est-ce que d'avoir écrit peut justement à la fois réparer, mais aussi séparer, en tous les cas mettre un peu à distance les fictions, les histoires, les symptômes? Alors, on n'est pas loin de la question de savoir est-ce que écrire des livres, disons, autobiographiques, est-ce que vous allez mieux maintenant? Est-ce que ça vous a réparé? Est-ce que ça vous a... Alors, c'est pas évident, en fait. C'est intéressant parce que ça permet de réfléchir, ça permet d'organiser, ça permet aussi d'une histoire qui peut être douloureuse individuelle, ça permet de l'élargir, de la partager. Donc, il y a quelque chose ça vaut la peine, du coup. Enfin, la peine dans le sens peine, chagrin. Il y a quelque chose qui se partage et qui se dissout un petit peu parce que c'est partagé. Mais d'un autre côté, ce que je trouve difficile, c'est quand on a vraiment travaillé sur des sujets graves, c'est qu'après, il faut en parler à voix haute. Et c'est pas du tout la même chose que d'écrire et en sachant que d'autres gens vont vous lire dans le secret de leur lecture, dans le secret souvent le soir d'ailleurs, souvent dans des moments liés au sommeil, liés au corps tranquille dont on parlait tout à l'heure, et puis dans une intimité. Et aujourd'hui, les livres, c'est aussi beaucoup partagé, comme aujourd'hui, à voix haute, commenté, et partagé à voix haute, oui, avec aussi des gens qu'on connaît, par exemple les gens de sa famille, les gens autour de soi, oui, pas seulement les lecteurs anonymes, mais les lecteurs que l'on connaît. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que parfois, les choses douloureuses, on aime bien les travailler en secret un peu, pas forcément le partager avec beaucoup de gens. Quand on est dans une thérapie, par exemple, on est vraiment souvent, enfin le plus souvent, dans un face-à-face, même s'il y a des thérapies de groupe, un petit groupe qui est... donc on n'est pas... voilà, l'écriture pour moi, c'est l'endroit, quand même un endroit qui reste secret. Et puis là, tout d'un coup, c'est partagé. C'est là où c'est pas très facile. Peut-être on pourrait peut-être enchaîner direct d'ailleurs sur un texte des confidences, parce qu'elle a aussi écrit des confidences. Celui justement où elle dit... Je trouve que ça Alors, fait je dis deux mots sur ce projet des confidences. J'ai écrit deux livres, un livre qui s'appelle Les Confidences et un autre Confidences tunisiennes. Là-bas, j'arrive dans un endroit, premier endroit où c'était lié à un festival à Nantes, donc où j'avais une résidence, où il fallait que je fasse quelque chose avec les gens, la population.
Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait circuler une petite annonce expliquant qu'on pouvait venir me faire une confidence de façon totalement anonyme, me raconter une histoire, pas sa vie, mais une chose de sa vie, quelque chose de l'ordre, quelque chose qu'on n'a pas raconté souvent, pas forcément parce que c'est un secret, mais parce qu'on peut-être on pense que ça n'intéressera pas les autres, quelque chose de l'enfance, un rêve ou une aspiration, ou alors un traumatisme, ou tout ce qu'on veut raconter. Donc on me le raconte, mais en 5 minutes, en 10 minutes, hein, il ne s'agit pas de... Voilà. Et le pacte, c'est un pacte de transformation, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va raconter ça, non pas à une journaliste ou à quelqu'un qui écrit des essais, mais on va raconter ça à une romancière. Donc la romancière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre la base de cette parole et elle va l'amener peut-être ailleurs. Donc, c'était dans le pacte initial que ça pourrait être complètement transformé, ne garder qu'une chose, qu'une phrase, par exemple, qui m'aurait inspiré, ou alors, au contraire, de rester assez proche, toujours en déguisant les personnages, en faisant que qu'ils ne puissent pas être reconnus aussi, parce que ça, c'était important pour les gens qui venaient me parler. Donc j'ai fait ça en France, donc à Nantes, et puis ensuite sont arrivées des confidences aussi par Internet, avec le même... Alors c'était moins facile, je trouvais, mais enfin, avec ce même principe de quelqu'un qui me raconte quelque chose sans que ce soit vraiment écrit, et que moi je vais en faire une nouvelle, un monologue, une chanson, parfois... Voilà. Donc, ce sont 2 livres. J'ai fait ça aussi donc, en Tunisie. Je suis allée 2 mois en Tunisie et ça a été extraordinaire pour moi. Et dans les histoires tunisiennes, je suis restée plus proche de ce qu'on me racontait. Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon pays. Donc, évidemment, et surtout quand ce n'était pas raconté en français, mais en arabe, par exemple, avec traduction, etc. Donc, là... On a un peu les limites de la transposition et donc je suis restée plus proche de ce que les gens me racontaient. Voilà, ça c'est... Et donc je peux rebondir justement, je pense que les bouts de savon, pour rebondir surtout sur la fin, sur ce que vous avez dit, sur le secret, sur ce qui appartient aux autres, à soi, etc. Un jour, une amie m'a présentée à sa famille en disant que je venais d'un milieu modeste. Elle ne l'a pas dit devant moi, elle a profité du moment où j'étais aux toilettes. Je l'ai entendu en sortant, il vient d'un milieu modeste, comme si la pauvreté avait un quelconque rapport avec la modestie, qu'il fallait s'en cacher. Et puis, dans milieu modeste, il y a modeste, mais il y a aussi milieu, médiocre, moyen, milieu, pas milieu, comme on prononçait chez nous, milieu, en détachant bien le L entre les 2 I. Je les ai rejoints à la table, je n'ai rien dit du repas, je l'ai bouclé. Je m'étais rendu compte au moment de m'asseoir que j'avais oublié de me laver les mains, et j'en souffrais. Les parents de mon ami allaient penser que dans mon milieu modeste, on ne se lavait pas les mains après avoir pissé, pour économiser le savon. Mais en plus, c'était vrai qu'on économisait le savon à la maison. Ma mère faisait fondre les queues de savonnette qu'elle récupérait chez ses patrons. Elle prétendait que ce n'était pas pour gagner 3 sous au point où on en était, mais par respect pour les bouts de savon, pour ne pas qu'ils se perdent. Les choses ne devaient pas finir à la poubelle. C'était comme ça chez nous. Il fallait respecter les choses comme on respectait les êtres vivants. Vous trouverez peut-être que ce n'est pas une confidence, cette question de milieu, parce que ça concerne tout le monde. Mais justement, pour moi, une confidence, c'est une histoire que l'on garde pour soi, parce qu'elle concerne tout le monde. Si elle ne concernait pas tout le monde, on n'aurait pas besoin de la garder pour soi. Voilà, je trouve que c'est vraiment ce dernier passage fait vraiment le lien avec ce que vous racontiez aussi au départ et avec ce qui, en filigrane, teinte toute votre œuvre. Ce rapport entre le secret, l'intimité, la confidence, l'écriture, le livre, et puis celui qui va le lire, nous. Et on entre aussi dans toute votre œuvre. Et puis aussi dans ce passage, il y a la langue, le son de la langue, les malentendus.
Et ça, c'est très important, je trouve, parce que dans l'enfance, quand on apprend à parler, on écoute, et puis on va de malentendu en malentendu, que l'on corrige, que l'on corrige, que l'on corrige, et puis il y a certains malentendus qu'on ne corrige pas, et qui restent figés, fixés quelque part dans son esprit. Et dans les confidences, j'ai eu des témoignages comme ça, j'ai eu des histoires autour du langage, autour du mal entendu, de ce qui n'a pas été entendu. Et moi, j'aime bien dire, et puis en vérité, travailler sur cette langue-là, la langue de l'enfant qui ne sait pas encore comment ça s'écrit, donc avec un peu de mystère dans les mots. Et c'est ça. Je travaille souvent avec des doubles sens, sans que ce soit des jeux de mots et des trucs marrants et tout ça. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est pas l'idée de faire de jongler avec des mots amusants. Mais en français, beaucoup moins dans d'autres langues, mais en français, on a vraiment beaucoup d'homonymes. Et l'enfant, il est tout le temps en train de se demander, mais de quoi il parle là ? Et je pense que je suis toujours un peu cet enfant quand je travaille l'écriture. Je suis toujours, et aussi peut-être le fait d'avoir travaillé avec des chanteurs et des chanteuses. Je suis beaucoup dans le son du mot. Et même si mes textes sont vraiment écrits pour être... mes romans, tout ça, sont écrits pour être lus, hein, et pas du tout à voix haute. Je n'essaierai pas de faire des assonances, des machins, des choses. C'est un autre travail, le travail de parolière. Mais quand même, j'ai cette conscience de tiroirs, quoi. Un peu comme dans votre portrait, quoi. Il y avait plein de tiroirs comme ça. Voilà. Et alors... justement, ces histoires de malentendus, d'enfants qui tout à coup va fixer une partie de son histoire et puis pas une autre, et puis comment nos fictions s'inventent, se réinventent à partir de choses réelles, mais en fait, c'est ce que vous posez aussi comme question, qu'est-ce que c'est que cette réalité finalement ? Puisque même au sein d'une même famille, le même mot ne va pas absolument être entendu de la même façon, et comment chaque sujet, chaque individu va fixer, comme vous dites, une partie de son histoire dans ce mot, dans cette parole. Dans le côté obscur de la reine, il y a toute cette chose-là qui se déploie au travers de ce personnage qui est vous, qui êtes ce personnage. et de ce rapport avec cette mère. Alors cette mère extraordinaire, insupportable, enfin comme toutes les mères finalement. Non, moi vous êtes extraordinairement. C'est vrai, mais bien sûr, voilà, c'est ça. Mais les enfants, par contre, ont toujours des choses à redire. Mais alors, pour rentrer dans le côté obscur, je vais vous lire un passage que je trouve absolument délicieux, qui va parler déjà justement de souvenirs d'enfance, de corps, qui pour moi est vraiment un texte, un tout petit bout très, très érotique. Ça m'a fait presque penser à Pierre-Louis. Bien sûr, c'est pas Pierre-Louis, c'est pas trois filles de leur mère. Du pied. C'est l'histoire du sein. Du sein, enfin oui. Et du sein et du pied, bien sûr. L'histoire du pied et du sein. Voilà comment on peut rentrer dans ce roman. On peut commencer par là. Tout en parlant, comme si de rien n'était, ma mère se caresse les seins. Sa main droite plonge dans l'échancrure de sa chemise de nuit. Le mouvement est précis, toujours le même, de l'extérieur vers le centre, entraînant la poitrine dans un mouvement circulaire. Le téton durcit, un téton sombre que l'on devine à travers le coton. Ma mère se caresse la poitrine et moi je frotte mes pieds l'un contre l'autre. Mes chaussons tombent au sol. J'étends les jambes. Mes pieds nus disparaissent sous la couverture. Il y a des endroits décousus, des trous dans la doublure, des trous entre les peaux. J'y glisse l'un de mes gros orteils et, retenant mon souffle, en bougeant le moins possible pour ne pas attirer l'attention de ma mère, j'élargis la fente. J'aime la sensation des fils qui résistent puis se relâchent, ce moment de suspension avant que le poing ne cède sous la pression. C'est hautement érotique, je trouve. En tout cas, c'est magnifique, ce début de... Ouais, c'est à vous d'en parler, mais ce rapport, voilà, au corps, à la sensibilité et en même temps cette pureté,
et ce naturel, comment elle se glisse dans ses sensations. C'est l'histoire d'amour d'une toute petite fille pour sa maman, voilà, le dimanche matin quand elle fait la grasse matinée. Et oui, ça peut être considéré comme très joli, comme ça. Hein. Et puis après, il faut pas que ça dure trop, quoi. C'est ça. L'amour de sa mère, pour sa mère, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis l'inverse, enfin, justement, cet engagement du corps des parents avec leurs enfants, on sait très bien qu'il faut que ça s'arrête, qu'il y a un moment où ça peut plus être ça. Et c'est un peu cette histoire, le côté obscur de la reine, c'est qu'il y a un moment où l'enfant veut devenir adulte et où la mère ne veut pas que son petit objet de désir s'en aille. Et ça devient compliqué. Est-ce que vous avez déjà des réactions, des envies, des questions, des envies de... On n'est pas obligé d'attendre toujours la fin pour poser des questions. Alors il y a ici quelqu'un qui a connu ma mère, c'est quand même en plus exceptionnel. Elle est là, qui est là au premier rang, qui me fait des petits yeux. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, cette Caroline? Non. Certains ont lu déjà, oui. Vous avez dit malentendu en un seul mot ou en deux mots? Oui, ben vous avez bien entendu. Super. Ouais. J'ai bien articulé mal et j'ai mis une petite respiration entendu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le mal entendu peut devenir un malentendu. Et c'est intéressant d'écrire avec cette idée-là aussi. Et je pense qu'il peut y avoir aussi de grandes souffrances qui sont nées de mal entendu, de choses mal entendues. Et cet amour pour votre... Ah, pardon, allez-y. Vous avez dit mal le entendu? Ah, oula. Non, j'aurais dit mal. J'aurais mis l'accent circonflexe. Non, c'est mal. Non, mais pourquoi pas? Je peux aller jusque-là. Hein. On essaie de les entendre, mais parfois, waouh. Alors justement, de votre côté, ce mal-là n'a pas été... Oui, moi, il y avait très peu de mal dans... Enfin, si, il y avait mes frères quand même, mais l'homme de la famille, le père, hein, était très absent, mais très présent en même temps. Ouais. Enfin, les deux. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, Roger Nimier est un écrivain très reconnu, et c'est donc le père de Marie, et qui est décédé d'un accident de voiture lorsque vous aviez 5 ans. Et qui n'était pas tellement souvent à la maison. Et quand il était à la maison, c'est pas franchement des bons souvenirs. Enfin, c'est pas de souvenirs du tout. C'est plus simple en fait. Alors, on va parler des mères. Et avant de parler, on va continuer à parler de la mère, de l'enfant, de l'écriture. Pour parler de ça, on va s'appuyer sur un petit montage que j'ai fait et qui vous donnera, je l'espère. Alors, c'est pas celui-là. La possibilité ensuite. On va écouter plusieurs figures qui parlent de la maternité. Oui, ça va être sur l'écran aussi. La maternité, c'est un moi prolongé. Enfin, on s'aime soi à la folie dans la maternité. C'est pas moi qui ai donné cette définition d'ailleurs. Mais la maternité amplifie l'être femme, donne une chance à la femme de se décongestionner, enfin de s'élargir, de s'étendre, que n'a pas l'homme certainement. Je ne suis pas du tout féministe d'ailleurs. Remarquez que tout ce que nous trouvons aux femmes, les vertus de la femme, ces vertus qui sont ancrées dans une sorte de silence fondamental, s'évanouiraient avec une émancipation totale. Ça, vous êtes d'accord? Les femmes deuxième sexe, ça ne doit pas être votre genre. Non, sûrement. Je ne me suis jamais couronnée du nom de mère admirable.
J'ai abandonné mes enfants pour mon art. Et peut-être ça, c'était la chose la plus difficile que j'ai fait de ma vie. Et peut-être il y a cet désir encore de les materner et encore d'être proche à eux qui se retrouvent dans mon œuvre. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre une femme qui a eu un enfant et une femme qui n'a pas eu d'enfant. L'accouchement, je le vois comme une culpabilité. Comme si on lâchait l'enfant, qu'on l'abandonne. Ce que j'ai vu de plus proche de l'assassinat, ce sont des accouchements. La sortie de l'enfant qui dort, c'est la vie qui dort complètement, dans une béatitude incroyable. Je peux parler de ma fierté de Charlotte et de ma fierté de Kate, parce que cette année, il y a eu la performance remarquable de Charlotte dans le film de Miller. Franchement, ce que j'ai adoré, c'est quand vous étiez à la remise des Césars. Pourtant, elle a le trac, je l'avais reçu ici. Charlotte, elle a beaucoup le trac quand elle est en public. Mais vous aviez encore plus le trac qu'elle, et ça, je trouvais ça formidable. J'avais un trac terrifiante de mère, parce que je ne savais pas quoi faire si jamais elle ne l'avait pas. Elle aurait été très déçue si elle l'avait. Je ne savais pas comment consoler et de dire qu'on est aussi bien même si on ne reçoit pas le prix. Il y a plein de gens bons qui n'ont pas eu le prix. Mais je ne savais pas quoi faire. Même si on a une vie professionnelle qui est, on dit, très, très gratifiante et qu'on aime et qui est intéressante, ça veut tout de même toujours dire qu'on s'occupe un peu moins de ses enfants, qu'on est moins disponible au moment où on le souhaiterait l'être, qu'on est à son bureau, que le téléphone sonne et que les enfants vous disent qu'ils se disputent ou qu'ils n'ont pas su faire un devoir ou qu'ils voudraient bien qu'on rentre à la maison et qu'on est obligé de leur dire « Ah non, je ne peux pas, je suis occupée maintenant ». Moi je dis il n'y a pas d'instinct maternel et en plus je veux dire je suis bien placée pour le dire parce que ma mère ne m'aimait pas. S'il y avait un instinct maternel, on n'étranglerait pas des mômes dans les caves. Mon fils s'est tué en faisant du ski hors-piste à Val d'Isère. Il avait 29 ans. Je pense que c'est toujours épouvantable de perdre un enfant, quelles que soient les circonstances. Que ça s'est accru pour moi du fait que je me sentais coupable de n'avoir pas voulu sa naissance. Je ne savais pas que faire, j'ai tout fait pour qu'il ne naisse pas, mais j'ai rien pu faire. Et c'est une expérience très douloureuse. Mais est-ce que tu as des enfants, toi ? Non, je n'ai pas d'enfants, mais enfin, c'est-à-dire que oui, au fond, j'en ai beaucoup. J'ai plein de petites filles. Plein de petites filles ? Oui, parce que les chansons sont mes enfants. J'ai eu ce Alors, des réactions, Marie. Bravo pour ce montage, déjà. Quel florilège. N'est-ce pas ? Ouais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup aussi de violence dans ces mots. C'est assez impressionnant. C'est vous qui les avez choisis, vous allez me dire. Donc en écho au livre peut-être. Un petit panel. Ouais, mais enfin, l'interview là sur tout d'un coup le prénom de la fille qui échappe, c'est. Voilà, c'est finalement toute une vie derrière. C'est finalement peut-être le moment le plus violent, même si. Si elle sourit, si elle a l'air tout à fait gracieuse. Mais c'est peut-être le moment le plus... Alors qu'on parle de meurtre d'enfants, d'avoir pas eu envie d'avoir un enfant, de l'accouchement comme une culpabilité ou comme un assassinat. Ça, on arrive à l'entendre, on va l'oublier assez vite. Mais je pense que ce blanc, au moment de... pour moi, c'est le plus fort. Ça ne m'étonne pas que vous releviez ce petit détail, je l'ai dit au départ, le sens du détail chez vous. Mais justement aussi à partir de cet oubli, de cette absence, peut-être que justement, là j'écris le roman qui n'est pas écrit, mais qui rejoint le vôtre. Si ça se trouve, cette Élodie, dont on a oublié le nom, va porter toute sa vie cet endroit d'oubli ou d'abandon, enfin, comment ensuite, en effet, de non-désir, de tout ce qu'on veut. Comment après, nous, on va se débrouiller avec ça derrière, en étant l'enfant qui a été soit traité soit oublié, soit, pour parler de votre histoire, parce que c'est écrit, je ne dévoile rien. Mon Dieu, qu'elle est laide. Mon Dieu, qu'elle est laide. Et votre père qui dit aussi, comment il dit j'ai eu une Nadine, c'est le prénom de ma mère, a eu une fille hier. J'ai été immédiatement la noyer dans la Seine. Voilà. Donc à partir de là, vous avez un auteur. Comme ça, on a une bonne base. Voilà, c'est ça. Et c'est devenu Marie Nimier.
Non, mais bon, après, c'est une boutade, évidemment. Il ne m'a pas directement noyée dans la Seine, mais mon histoire, assez curieusement, c'est raconté un peu dans un autre livre, qui s'appelle La Reine du Silence. C'est que, bon, à un moment de ma vie, j'allais pas bien du tout. J'ai fait une tentative de suicide. Je connaissais pas cette lettre. Je la découvrirai bien plus tard. Et comment j'ai pensé que ce serait la façon de me tuer la mieux, quoi, hein, c'est de prendre des cachets et d'aller sauter dans la Seine, quoi, d'un pont assez haut. Et ce qui est quand même assez dingue. Enfin, parce que ce truc, cette chose de pas réussir à vivre, du suicide, tout ça, ça m'habitait depuis longtemps. Mais cet acte théâtral comme ça, de faire cette chose-là, comme quand après j'ai découvert cette lettre où il dit, mon père que je n'ai pas connu, presque pas, dit j'ai été la noyée dans la Seine, ça m'a, c'était incroyable cette coïncidence qu'on peut pas, voilà, c'est mystérieux, quoi. C'est quand même mystérieux, ouais. Tant qu'il y aura des plaies ouvertes, il y aura de la vie. Voilà ce qu'il faut entendre. Je le comprends à mesure que j'écris. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, la blessure ou le récit de la blessure, par ses suintements, empêche la mort d'advenir et l'histoire de se refermer. Ce serait le moment de poser des questions sur mon passé. Mais ma mère a encore des choses à me dire, alors je renonce une fois de plus, et je m'en veux de renoncer. Depuis toujours, il y a dans sa logorée une puissance qui m'anéantit. Oui, donc là, c'est donc ma mère qui parle beaucoup et qui se plaint énormément. Et moi, en fille... qui veut quand même, c'est une dame âgée, je me suis un peu rapprochée d'elle pour l'aider, j'essaye aussi voilà, d'être là comme on peut être là avec une personne qui a besoin d'aide, et elle refuse complètement, c'est-à-dire que c'est la plainte qui la nourrit, c'est-à-dire que apporter la solution à la plainte à ce moment-là, mais je l'ai compris un peu tard, mais apporter la solution, c'était pas ce qu'elle voulait, quoi. Ça annihilait sa logorée, ça annihilait son verbe, ça annihilait sa plainte. Elle avait besoin de cette plainte, c'est ce qui est écrit dans ce texte beaucoup mieux que je ne le raconte maintenant. Mais moi, à chaque fois, je supportais pas qu'elle ne prenne pas les solutions. Je veux dire, il fait très chaud dans un appartement, mais maman, on va installer un petit climatiseur, un truc avec des glaçons, je sais pas, enfin, on va trouver une solution. Mais c'était jamais possible. La solution n'était pas la solution, n'était jamais la solution. La solution, c'était la plainte, parce que la plainte se déployait, et au lieu de le prendre finalement avec humour, ce que j'aurais pu faire, non, c'était très grave pour moi, la plainte à chaque fois. C'est ça c'est un peu ça qui est raconté dans cette... c'est-à-dire que je prenais toujours la plainte au premier degré, elle me blessait, parce que moi je voulais réparer, et elle voulait pas que je répare. Alors c'est drôle comme ça de le raconter, mais en fait c'était insupportable. Insupportable. Oui, dans ces récits, ma mère est toujours la victime, mais c'est elle qui donne les coups. Voilà, résumé. En gros, elle l'a écrit. Et en même temps, c'est aussi une belle histoire, en effet. Je me demande à quel point, même si votre mère là est dévorante, mais dans tout ce qu'on a entendu là aussi, c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais il y a quelque chose de l'ordre de la dévoration de toute façon aussi chez les mères, non ? Vous non, pas, vous soit, non. Soit on est dans la dévoration, soit dans l'abandon. Enfin, c'est très difficile de trouver le bon, voilà. le bon rapport. Mais c'est intéressant. En fait, on se lasse pas de parler des mères, quoi. Donc ou des pères d'ailleurs, mais surtout des mères. Et dans mon cas. Et donc c'est parce que c'est là aussi où on se construit. Il n'y a pas d'idéal, en fait. Tous ces endroits compliqués, etc. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on... Voilà, on se heurte à des difficultés à tous les âges. À 60 ans, on se heurte encore à une nouvelle difficulté qui peut être la vieillesse de ses parents. Et on est comme à 15 ans, quand on était adolescent, et qu'on se heurte à l'autorité des parents, par exemple. Enfin, voilà, on est tout le temps
il faut bien qu'il y ait des gens aussi, les parents, ils sont un peu là pour assumer ce rôle de l'apprentissage, mais pas toujours pour le meilleur, je pense. Voilà, donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Je pensais peut-être pas quand j'étais en train d'essayer de trouver des solutions, mais oui, ou même parce que savoir que ce livre s'est fait et s'est écrit bien avant le décès de votre mère. La grosse partie de ce livre a été écrite avant, puisque comme vous le dites, il y a des choses que vous n'auriez pas pu faire lire, ou en tout cas publier du vivant de votre mère. Donc c'est aussi un long chemin, une grande traversée, même si vous l'avez fait en amont, puis stoppé, puis repris. En tous les cas, il a suivi une partie de votre vie. Et voilà, pour rejoindre ce que vous dites, c'est-à-dire, en effet, ce livre, il ne pouvait pas être publié du vivant de ma mère, parce que je n'avais aucune envie de lui asséner des choses. C'était déjà, voilà, sa vie était déjà assez compliquée comme ça, et la mienne aussi. Donc voilà, je savais que ça allait être publié après. Mais en même temps, il y a des choses que je n'aurais pas pu écrire après. Parce que, heureusement, on adoucit, heureusement, ou alors on caricature d'ailleurs, ou on adoucit. Mais au moment où je l'ai écrit, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, même presque une vingtaine d'années maintenant, voilà, au présent, on peut écrire des choses et puis je les ai gardées, ces choses. J'ai essayé de pas trop les transformer, de les garder comme... donc dans le livre, il y a un temps, il y a des choses qui se passent aujourd'hui avec le regard d'aujourd'hui, et puis il y a des choses qui se passent il y a 20 ans avec ce regard cru d'il y a 20 ans. Une confidence, peut-être encore ? Oui. Ah, alors je ne serai plus là. Ils sont où ? Où sont passés les secrets ? Mais les secrets, ils se sont cachés sous la table. Ils se sont cachés sous la table. À vous de choisir. Alors je peux, voilà, je laisse pour être un peu plus gai peut-être. Une confidence tunisienne. En général, c'est pas moi qui les lis parce que j'ai pas envie de reprendre la voix des Tunisiens. En général, c'est une comédienne tunisienne, Nedra Ayadi, qui a fait un spectacle à partir de ces textes. Mais là, voilà, je m'accorde le droit de le lire à sa place et à la place de la confidente. Ça s'appelle Malek le moderniste. Je m'appelle Nadia. J'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis célibataire. L'année dernière, j'ai rencontré un certain, on va l'appeler Malek, moderniste de gauche. Disons, il boit, il fume. Chez nous, en Tunisie, il y a de grandes méprises. Certains hommes pensent qu'ils sont modernes parce qu'ils ne se plient pas aux règles de la religion. Mais en fait, ce sont des archaïsmes ambulants. Aucun esprit critique, aucune question profonde sur eux-mêmes, leur relation aux femmes, aux enfants, au monde. Donc ce Malek que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu une affaire, comme on dit en anglais, cet homme marié, je le précise, et je précise également que je ne savais pas qu'il était marié quand nous nous sommes rencontrés, et il ne met pas son alliance. Cet homme qui est progressiste, donc sa femme est très déçue de lui. Je peux deviner pourquoi, je le saurais aussi si j'étais à sa place. Et comme elle ne s'autorise pas à avoir un amant, parce que nous vivons dans une société où c'est difficile, l'adultère pour les femmes, et quand je dis difficile, c'est un euphémisme, eh bien elle, sa femme, je parle de la femme de Malek le moderniste, a décidé de porter, non, pas de porter plainte, de porter le voile pour faire chier son mari. J'aimerais que tu puisses voir sa tête quand il me raconte ça. Il prend son air de chien battu, comme si c'était lui la victime. Il me demande conseil. Je ne sais plus quoi faire, se lamente-t-il. Dieu est devenu l'amant de ma femme. Je crois qu'il aurait préféré un amant en chair et en os. Intéressant, non ? Le voile comme une façon de s'opposer à son mari, de s'en abstraire et de s'abstraire des hommes en général. Ces individus qui croient qu'être moderne, c'est avoir des maîtresses, fumer des blondes, boire du château Mornag et dire « T'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe » quand il y a de la vaisselle à arranger, par exemple. Et puis
Et puis ils ne le font pas, parce que l'important pour eux, c'est d'avoir prononcé les mots magiques. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe. Malek, le moderniste. Et blablabla, et blablabla. Il parle, me raconte comment sa femme se comporte avec lui. Et moi, je pense, remets ton alliance, pauvre chérie, et ne reviens jamais me voir. C'est tout ce que je te demande. Alors, c'est bien, on est à bâton rompu, on passe des confidences à le côté obscur de la reine. Je vous invite quand même aussi, avant de passer à la suite. Alors ça, c'est tout ce qu'elle a fait, presque tout ce qu'elle a fait. Je peux m'amuser aussi à dire, voilà. Alors les romans, hein, attention, c'est parti. Le côté obscur de la reine, Confidence tunisienne, Petite sœur, Le palais des orties, Les confidences, La plage, Je suis un homme, Photo, Les inséparables, Un enfant disparaît, Vous dansez, La reine du silence, La nouvelle pornographie, Domino, Celui qui court derrière l'oiseau, La caresse, L'hypnotisme à la portée de tous, Anatomie d'un cœur, La girafe, le tout premier, Sirène. Après, il y a les œuvres collectives. C'était les romans, enfin... Voilà, les livres jeunesse, le théâtre, la radio, les chansons, les scénarios, les travaux universitaires. Si vous allez sur marinimier.com, vous allez être renseigné de A à Z. Hein, j'ai bien fait la promo. Hein. Alors maintenant... La promo du site, en tout cas. La promo du site, et puis après, à vous d'aller piocher dans son œuvre. J'ai préparé, comme je le fais souvent, un petit diaporama non exhaustif, à partir de votre livre et à partir de ce que je crois avoir su ou entendu de vous. Et ça donne ce que vous allez voir maintenant. Underneath the ground, I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Our eyes are basking in the sun. No one knows why she did the things she's done. Ocean, swallow me now. Ocean, swallow me now. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother and in her power I stole a flower. I saw 6 eyes glistening in my womb. I felt you calling to me in the gloom. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love is pure. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother
in her power, I chose flower. Je ne sais pas ce que ça peut raconter, à vous raconter. C'est un peu comme si vous étiez dans ma tête, là. Hein mais c'est confus, sûrement, parce que c'est plein d'images qui viennent d'époques très, très différentes et puis que vous ne pouvez pas forcément identifier comme... mais en fait, ça creuse assez loin hein, dans ma tête, là. Ça creuse assez loin, oui. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Moi, j'imaginerais bien, à partir de quelque chose comme ça, justement, un récit, un spectacle. On partirait de ces images et qu'est-ce qu'on raconterait comme histoire. C'est vrai que c'est tout un monde. C'est beaucoup dans le passé, quand même. Hein, plutôt. Et puis, c'est émaillé de chanteurs que vous n'avez peut-être pas tous identifiés, mais qui ont donc interprété des chansons que j'ai écrites ou coécrites. Bon, vous n'avez pas mis Johnny, mais bon. Si, il y avait Johnny avec Eddie Mitchell. Ah ben oui, je l'ai même pas vu. Alors je devais être ailleurs. Ah si. Mais il y a pardon, il y a Art Mango, Enzo Moran, petit chouchou. Jane Birkin, j'ai jamais écrit pour elle. Non. Mais elle est citée. Ouais. En fait, c'est ce que vous avez peut-être écouté dans les années 70, 75. J'ai vu Clara Isé. Malheureusement, j'ai pas écrit pour elle parce qu'elle écrit ses chansons, mais c'est vraiment un talent magnifique, une voix, un esprit, une personne de toute beauté que j'adore. Dans les images de lieux, il y a des images aussi du théâtre, que je faisais du théâtre que j'étais très jeune, parce que j'ai commencé à 15 ans à faire du théâtre de rue. Et il y a Philippe Petit aux États-Unis hein, qui est sur son fil. Le funambule, c'est important, le funambule. Et en fait, j'étais avec une troupe de théâtre de rue qui s'appelait Pandemonium and the Dragonfly, qui était issue d'un groupe qui s'appelait le Palais des Merveilles, que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans, qui faisait du théâtre de rue, un peu les précurseurs, disons, du nouveau cirque, on va dire, et des théâtres d'intervention. C'est quelqu'un qui a été très oublié, injustement, qui s'appelle Jules Cordière, et qui avait cette troupe avec sa compagne. Et je pense peut-être vous allez en entendre parler parce que Bartabas était à cette époque-là avec Jules Cordière, avec le Palais des Merveilles et tout. Et il va publier un livre inspiré de cette époque-là, qui est l'histoire d'une fille qui arrive de sa province et qui a 15 ans et qui rencontre ses baladins et qui part avec le cirque. Et il se trouve que ça a été un peu mon histoire, c'est-à-dire je suis... tombée en arrêt devant ces maquillages. Il faisait les maquillages dans un café, dans la place Sainte-Catherine. Et donc, très jeune, je suis partie. Quoi. Je pense qu'il fallait que je me décolle de cette famille difficile. Et puis, j'ai trouvé là la poésie même, mais en même temps beaucoup de violence aussi dans le monde de la rue. Et je suis rentrée à la maison un peu abîmée. Je crois que j'avais une grosse bronchite ou quelque chose comme ça. Et donc, la bronchite a eu bon dos et je suis retournée à l'école, etc. Mais en fait, ça a été quand même très important dans ma formation, la rue.
jouer dans la rue. Il y a certaines photos d'un groupe qui s'appelait Les Inconsolables aussi, qui était de la musique. Et puis il n'y a pas de photos parce que peut-être qu'elles sont moins accessibles d'une troupe qui s'appelait Les Morozov, et avec qui j'ai fait mes premiers pas, et avec cette Caroline dont j'ai déjà parlé, qui est ici au premier rang. Donc on a joué ensemble et on avait un chapiteau et on était assez fortes parce qu'on montait le chapiteau aussi et on se mettait toujours tous en blanc, les nanas, et on montait les chapiteaux. On était très contentes de ça, de savoir monter un chapiteau. Et aussi de créer et de tourner avec ces spectacles qui étaient des choses assez musicales souvent et basées sur des sujets de société, disons. Voilà, pour dire, et en création collective. Voilà. Oui, et puis après, il y a plein de oui, choses. parce qu'il y a plein d'images qui sont liées, évidemment, et tirées du livre. Pour oui, ceux qui madame. l'ont lu, vous allez reconnaître les lieux, oui. Il y a beaucoup de murs. Alors pourquoi Pourquoi Construire un mur entre ma mère et moi ne suffit pas. Je dois, selon les conseils de mes amis, me blinder, colmater les fissures, boucher soigneusement les trous, occulter les fenêtres, recoudre les parties déchirées de mon corps pour n'en laisser que la surface lisse, impénétrable. Même s'il ne l'énonce pas en ces termes, je devine qu'il pense que mon émotion est disproportionnée. Personne ne veut entendre ça, et là je l'ai dit tout à l'heure, dans ces récits, ma mère est toujours la victime, mais c'est elle qui donne les coups. Il y a beaucoup d'histoires de murs dans ce roman. En fait, c'est un des fils conducteurs du livre, les murs. Parce que quand on écrit un livre qui est comme ça, inspiré de soi, il y a beaucoup de choses à raconter. Vous imaginez pas. Enfin, on pourrait en faire des tomes et des tomes. Et donc, il faut des fils conducteurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous dépasse. Et puis qui va faire la structure du livre. Et donc, qui sont des éléments. Quand je parlais des savons tout à l'heure, je disais les choses. C'est important, les choses. Alors, les éléments, c'est important. Donc là, ce livre est construit avec des images de murs qui viennent ponctuer. C'est pas dit, mais vous l'avez vu. Comme vous êtes l'idéal très serait fine. de réussir à nous séparer, ma mère et moi, sans avoir besoin de construire un mur, ou plus précisément de nous séparer pour ne plus avoir besoin de construire un mur, comme séparent les traits d'union. Voilà. Parce que c'est ça, les conseils des amis. Ce que je pense juste avant, je dois raconter ça, parce que les amis disent qu'il faut se blinder, quoi. Mais t'as qu'à te blinder. Construire un mur, en fait. Et puis, en fait, ça marche pas, le blindage. Enfin, ou ça marche de façon éphémère. Et donc, le mur était important pour moi. Et puis, il y a l'image aussi que vous avez relevée ici de l'œuf. Oui. Parce que les œufs reviennent de façon cyclique, voilà, dans le livre. Oui, la mère, l'œuf, la poule. Oui, mais là, je parlais de la mère tout court. Oui, c'est vrai. La mère et la mère sont vraiment très présentes. Alors, comment vous prononcez la mère et la mère? La mère et la mère, ou la mère et la mère. Je sais pas, c'est quelqu'un peut-être a une idée de comment prononcer différemment la mère M-E-R et la mère M. La mère, on va pas jusqu'au bout. La mère. La mère. Il y a ma mère et puis il y a la mère. Ici, oui, c'est ça. Il faudrait prononcer un peu le E. Oui, voilà. Mais bon, pour ceux qui vont découvrir le livre, vous verrez qu'il y a plein aussi de rues spécifiques de Paris qui sont les lieux dans lesquels évolue le personnage de Marie Nimier, entre autres. Il y a aussi un petit hommage fait à Paul Valéry, mais surtout à la grand-mère de Marie Nimier, qui était Renée Vauthier. Si vous avez l'occasion d'aller à Sète, au musée, vous allez découvrir le buste de Paul Valéry, qui a été sculpté par Renée Vauthier, la grand-mère de Marie Nimier. Donc on avait la photo là d'une jeune femme, une très belle jeune femme. C'était ma grand-mère. C'est une sacrée famille. C'est vraiment... Donc il fallait être assez fort, je pense, pour être sculptrice à l'époque. C'était pas évident. Donc là, on la voit avec une sculpture très classique. Elle faisait donc des bustes, des choses comme ça, mais quand elle était très jeune. Et ensuite, elle a continué. Elle a fait des choses totalement abstraites, très explosées.
Et enfin, pas du tout réaliste en tout cas. Mais il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment voir son travail. Donc voilà, il faudrait réparer cette injustice un jour. En tout cas, le buste, il est visible au musée Paul Valéry de Sète. Hein, là, c'est facile à voilà. voir. Et donc Paul Valéry est tombé raide dingue de cette jeune femme qui le torturait en lui disant de ne pas bouger. Et il venait poser pour elle. Et ensuite, il lui a écrit pendant 2 ans. Et les lettres sont de toute beauté. Ils sont déposées à la Bibliothèque nationale. Les lettres de Paul Valéry, les lettres de ma grand-mère, je ne les ai pas malheureusement. Et elles ont été publiées aussi. Donc on peut les lire. Donc voilà. À part ça, c'était quelqu'un d'un peu difficile à vivre comme grand-mère, on va dire. C'est-à-dire elle s'intéressait pas comme mère et comme grand-mère, ça n'a pas été vraiment ça. Mais bon, je lui dois tout mon respect et mon admiration en tant qu'artiste. Mais c'est un peu le livre aussi, en effet, ces générations de mères qui aiment plus ou moins bien leur enfant. Enfin, on fait comme on peut. Hein. En tout cas, elles ont fait comme elles pouvaient. Mais l'histoire se répète quelque part. Et c'est aussi à la fois une façon en effet, de pointer cette histoire de répétition dans laquelle ces générations sont prises, mais qui n'est pas pris dans la répétition. Et en même temps, comme vous venez de le dire, c'est un sacré hommage. On sent aussi toute votre admiration. On sent aussi tout cet amour. Mais l'amour, en tous les cas là-dedans, c'est pas l'amour rose des adolescentes et puis les sirops sucrés, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Non, c'est une autre grammaire beaucoup plus complexe, beaucoup plus équivoque. Aimer, c'est quoi? Et en tout cas, d'une mère à l'autre, ces amours-là peuvent être en effet ambivalents, ambigus, jamais parfaits, ça c'est sûr. Mais après ça, on se sent plutôt bien en effet, parce que personne n'est parfait, ça on le sait, mais les mères parfaites non plus n'existent pas. Donc les enfants feront avec les mères qu'ils auront eues, comme nous avons fait avec les nôtres. Et vous nous mettez dans ce mouvement-là aussi. C'est un travail, oui, c'est ça. C'est un mouvement, oui, c'est bien de le montrer comme un mouvement. Un mouvement. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans votre roman, Marie, il y a un gant qui prend beaucoup de place. Ah oui. Oui, alors le gant symbolise un incendie, puisque c'est une espèce de petite chose toute racornie, une espèce de petit machin que ma mère a sorti un jour et qui est une espèce de preuve de quelque chose qu'elle raconte, que quand elle était bébé... Alors là, c'est vrai, l'endroit où elle habitait avec ses parents au Havre, elle est née au Havre, a brûlé de fond en comble. Et l'histoire est son histoire qu'elle raconte et qu'elle aime répéter, comme elle aime répéter que quand je suis née, j'étais laide, etc., etc. Ça fait partie des grandes histoires, des grands... Voilà. C'est qu'on l'avait oubliée, elle, au dernier étage de la maison, et qu'une des nounous, parce qu'à cette époque-là, il y avait des nounous qui étaient dans la maison, qui s'occupaient des enfants, est montée, a dit « Où est Nadine ?» Et on est allé la chercher, et elle a été sauvée des flammes. Et donc, pour moi, ce gant qu'elle sort comme ça, c'est un peu la preuve de cet incendie. Voilà. La vérité, je le saurais jamais, à part que l'incendie a bien eu lieu et que tout a brûlé de fond en comble, mais le fait qu'elle ait été abandonnée au dernier étage, je sais pas. Avec elle, je me méfie un peu parce que vous avez noté au début que j'étais née un jour du mois d'août, un 26 août, et on ne saura jamais s'il faisait froid ou chaud. Et parce que pour moi, dans le récit familial, il faisait très chaud. Il faisait tellement chaud. Ma mère avait très chaud, elle était enceinte et tout. Et donc je suis née un mois à l'avance parce qu'il faisait tellement chaud, etc., etc. Et en fait, j'ai eu la curiosité, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, d'aller regarder la météo de ce jour-là. Et il faisait particulièrement frais pour un mois d'août. Mais il y a toujours du vrai, parce qu'il avait fait probablement chaud au mois de juin. Enfin, je vais compter sur moi pour sauver ma mère. Donc, ou au mois de juillet, mais enfin au mois d'août, il faisait frais. Donc, ma mère était une grande raconteuse d'histoires. Et comme vous. Et voilà. Et alors, c'est-à-dire que moi, je trouve que la différence entre elle et moi, c'est que moi, j'ai un endroit où les mettre, voilà, ces histoires. Ça, ouais. Mais mon aventure des confidences, c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un...
raconte quelque chose qui lui qui est important pour lui et pour elle. Et moi, j'en fais autre chose, finalement. Et je peux dire que j'ai appris ça d'elle, de fabuler. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on est enfant, c'est un peu dangereux, cette chose de raconter des carabistouilles, comme elle disait. C'est-à-dire de toujours inventer la vie, de toujours réinventer les choses, etc. Parce que là, quand on se construit sur des légendes, on a un sol très mouvant sous les pieds. Ou très mythologique. Oui, mais c'est pas très... je crois que c'est pas une très... Non, là, je vais pas sauver ma mère. Par rapport au... Ouais, je pense que si on a besoin d'une chose, c'est quand même quelque chose de l'ordre de la justesse. La vérité, c'est peut-être un très très grand mot, mais d'être juste. Et ce qui vous permet de vous structurer quand on a été élevé sur des mythologies, des légendes, la légende d'un grand amour entre des parents, alors que c'était... très très violent entre les deux, par exemple. Donc dans le corps de l'enfant, il y a le souvenir de ça, enfin de l'adulte, le souvenir de cette violence, et en même temps, le mot qui vient, c'est grand amour. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Comment est-ce qu'on se construit avec ça ? Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis pas, je suis assez ferme, enfin dans cette histoire de. Je pense que c'est pas forcément bien d'avoir eu une enfance comme ça, mais voilà, moi maintenant je sais où mettre ces histoires, je sais comment les partager et finalement en faire ma vie. Donc c'est bien, ça se termine bien. D'autres questions, d'autres retours ? Donc le petit gant, oui, il a aussi des échos, d'autres échos, mais je ne vais pas tous les raconter parce que c'est un peu long. Enfin, la main, c'est important, la main. Non. Ouais, c'est. Oui, alors je comprends peut-être parce que vous l'avez lu récemment, le livre, vous l'avez bien en tête. Fini hier, ouais, donc vous l'avez bien en tête. En fait, ce moment où je passe le récit de l'incendie du Havre, il est à la première personne. C'est ma mère qui raconte. Donc. C'est pas la première fois que quelqu'un l'interprète comme étant quelque chose qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire d'avoir été oublié au dernier étage, etc. Parce que c'est écrit au jeu, c'est écrit à la première personne. J'aurais dû... sûrement, il y a une petite cheville qui manque pour bien qu'on saisisse. Enfin, je pense qu'elle est là, mais qu'on lit trop vite et que... Voilà. Les jambes font partie du chemin. Elle commence le livre comme ça. C'est pas mal. Les jambes font partie du chemin. Oui, c'est ce genre de phrase mystérieuse qui me... Oui, en même temps, on la comprend. Qui me plaît. C'est une évidence. Mais on aime. Est-ce que vous avez d'autres retours ? Après, vous allez avoir l'occasion de rediscuter avec Marie Nimier pendant la signature. Non ? Bon, je crois qu'on va finir là. Et on va finir en musique, parce que j'aime bien souvent finir en musique. Et on va entendre... Parce que je trouvais que c'était... En effet, c'est une chanson de Clara Isé, pour laquelle vous n'avez pas écrit. Mais je trouve qu'elle correspond aussi un peu à ce que vous êtes, en tout cas, à l'effet que vous m'avez fait. En tout cas, avant que la chanson passe, parce qu'après tout le monde va applaudir et va aller boire, oui. Mais je voulais vous remercier, vous êtes extraordinaire. Merci. Merci à vous tous. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages.